Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 15 février 2021. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité SEO de la semaine du 8 au 15. Ensuite, on ira voir si ça a bougé du côté de chez Google. Et ensuite, on terminera avec le sujet du jour qui est aujourd'hui pourquoi il faut absolument que vous pensiez mobile en 2021. Je vois encore beaucoup de personnes qui font des stratégies only desktop ou qui n'utilisent pas eh bien, voilà, des outils avec une base de données mobile pour le coup en termes de SERP, mots-clés, etc. Donc on va parler de ça en fin d'émission. Je vais vous montrer une SERP desktop, une SERP mobile et on va discuter autour de tout cela pour ensuite tirer un petit peu voilà, des conclusions, des recommandations et pour que vous puissiez voilà, essayer de penser un peu plus mobile puisque le mobile, vous le savez, est de plus en plus présent et on se dirige vers un index qui sera exclusivement mobile et il n'y aura plus ces bots desktop et il n'y aura que le bot mobile et que un index avec des résultats basés sur le mobile, la version mobile en tout cas. Commençons cette émission. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, m'envoyer vos questions par intermédiaire de votre plateforme ou du site thomascubel.com. Il y a une partie ressources podcast où vous avez un formulaire où vous pouvez envoyer des questions. On commence l'actualité SEO 9 février 2021. Mathieu Chartier, le blog internet-formation.fr qui nous annonce 2 nouvelles actions manuelles pour Google Actualité et Discover. Donc si vous avez un site qui est sur Google Actualité ou si vous apparaissez souvent dans Discover, eh bien sachez que dans la documentation, il y a des nouveaux types d'actions manuelles qui sont sortis et pour le coup, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on peut rapidement être sur la limite ou en dehors de la limite. Il y a des nouvelles actions manuelles franchement assez strictes qui sont sorties. Je vous les cite et ensuite je vous dis globalement ce que j'en pense. Donc les actions manuelles qui sont sorties: contenu qui enfreine le droit d'auteur ou de propriété, contenu dangereux qui pourrait entraîner des blessures graves à des humains ou animaux, pratiques trompeuses, à savoir de l'usurpation d'identité ou toute autre violation équivalente, contenu incitant à la haine ou entraînant un harcèlement, contenus médicaux contredisant les consensus scientifiques, divulgation d'informations confidentielles ou personnelles pour une personne privée, contenu à caractère sexuel, terroriste, violent ou choquant, et enfin, langage grossier et vulgaire, entre autres. Vous le voyez, si vous ne contrôlez pas votre ligne éditoriale, on peut quand même rapidement tomber dans l'un de ces cas ou les cas qui étaient auparavant déjà ici en action manuelle. Vous prenez par exemple les blessures graves à des humains ou animaux. Vous allez juste sur TikTok. Vous passez 20 minutes sur TikTok aujourd'hui. Vous allez voir le nombre de fois juste où en dessous des vidéos, on a des petites bulles qui disent qu'on peut vraiment se faire mal, qu'il ne faut pas reproduire ça chez soi, etc. Juste vous regardez ça, vous dites ok, ça c'est TikTok. Vous allez sur Google Actualité, vous allez sur Discover, vous allez voir les différents sites qui sont mis en avant, etc. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a tout un tas de sites qui vont avoir des titres alléchants. Regardez ce qu'a fait ce mec-là, regardez ce qu'a fait cette nana-là, regardez, c'est incroyable ce truc-là. Et quand vous allez tomber dessus, vous vous rendez compte que c'est franchement dangereux, que c'est peut-être incroyable, mais c'est dangereux, qu'on peut vraiment se faire une blessure grave, qu'on soit humain ou que ce soit envers des animaux. Et pour le coup, on rentre dans le cadre déjà d'une pénalité manuelle. Voilà, de cette liste. Vous prenez le langage grossier ou vulgaire. Il y a certaines presses, certains sites qui sont dans Google Actualité, qui sont sur Discover et qui pour le coup utilisent le langage grossier et vulgaire parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu leur ton, c'est un petit peu comme ça qu'ils parlent. Moi-même parfois là, j'utilise peut-être parfois un petit peu un langage grossier, vulgaire. Bon, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, ça arrive quand même de temps en temps et voilà, je pourrais très bien rentrer dans cette action manuelle. Pareil, un autre truc qui est un petit peu voilà, d'actualité, hein, contenu médicaux contredisant les consensus scientifiques. Depuis le début de la pandémie Covid-19, le nombre d'articles fake news, le nombre de bêtises qu'on a vu apparaître, des articles soi-disant scientifiques provenant de je ne sais où, etc., et qui sont arrivés dans Google Actualité et qu'il a fallu contredire quelques jours plus tard, voilà, ça arrive souvent. Et quand on voit qu'il y a même une box qui est aujourd'hui là pour dire ah, ça c'est check news, ça c'est une fake news, ça c'est pas une fake news, oui, on est vraiment sur énormément d'articles, énormément de contenu qui rentrent dans ces petites actions manuelles. Donc faites attention à votre ligne éditoriale, révisez ce que postent vos rédacteurs et ceux qui publient des contenus chez vous parce que c'est super important. Bien sûr,
C'est manuel, ça veut dire que les équipes Google voilà, vont quand même réviser un petit peu votre site, voir ce que vous faites, etc. Manuellement avant de vous octroyer cette action manuelle. Mais voilà, il suffit qu'il y ait des concurrents un petit peu jaloux, il suffit qu'il y ait des dénonciations, il suffit qu'il y ait X ou Y trucs qui se passent et qui arrivent aux oreilles des équipes Google. Ouais, on peut franchement rapidement tomber dans ces actions manuelles, surtout sur Google Actualité et Google Discover, où on essaie quand même souvent d'attirer l'œil en faisant des titres alléchants, des titres extraordinaires, etc. etc. Le sans sas, hein, ça marche beaucoup. On passe à un autre article, arobase-net.com, 10 février 2021. Pourquoi le trafic en provenance de Google Discover fluctue? John Mueller a essayé d'expliquer un petit peu sa vision et il a expliqué globalement, je vous laisse lire l'article parce que il est assez intéressant, mais globalement la fluctuation du trafic n'est pas causée par quoi que ce soit en particulier, c'est la nature de Google Discover. Et c'est vrai que là, il faut essayer de se mettre à la place des gens en fait qui ont conçu Google Discover et aussi en tant qu'éditeur de site, il faut essayer de prendre un petit peu du recul. Là, on n'est pas à je formule une requête, donc une demande, et on me donne un certain nombre d'offres. On va être dans un certain contexte, on va être à une certaine période de l'année, on va avoir tout un tas d'articles qui vont sortir, etc., qui vont plus ou moins être partagés, qui vont être plus ou moins aimés par des gens, etc., etc., etc. Et hop, il y a un listing de ce qui pourrait plaire à tel périphérique Android, pour telle personne qui utilise l'app Discover, etc., etc. C'est un petit peu le délire, et c'est plutôt je vais te proposer des trucs, et puis bon, je vais voir si ça te plaît ou pas, plutôt que tu m'as posé une question, et je t'ai proposé des résultats. On n'est pas du tout sur le même modèle que le search de base, le SEO requête offre. On est vraiment sur je vais suggérer tout un tas d'articles qui pourraient te plaire. Et puis voilà, je me trompe pas, bah tant mieux pour moi quoi. Mais voilà, c'est pas lié à une requête spécifique, donc du coup voilà, parfois vous allez avoir un petit peu de trafic, parfois vous n'allez pas du tout en avoir, parfois vous allez être un petit peu entre les deux. C'est normal que ça fluctue et je vous invite vraiment à lire cet article parce qu'il diffère quand même plutôt pas mal voilà, de la recherche Google classique qu'on connaît tous. Donc voilà pourquoi le trafic en provenance de Google Discover fluctue. Ensuite, petite info rapide pour terminer avec arobase-net.com, WordPress atteint les 40% de part de marché de tous les sites web. Donc ils ont pris globalement les chiffres du top 10 millions de sites web d'Alexa, ainsi que du top 1 million de la liste de Tranco. Et pour le coup, voilà, WordPress atteindrait apparemment les 40% de part de marché de tous les sites web du monde contre 35,4% en janvier 2021. Donc à voir voilà, si ce sont des chiffres très fiables ou pas, si la détection de WordPress a vraiment été relativement bien faite ou pas, mais en tout cas, il est clair que WordPress évolue, et voilà, ça fait déjà des années que ça arrive. On était à 25% il y a quelques temps, 35% en janvier 2021, 40% maintenant. Ouais, ça progresse vite. WordPress, en même temps, c'est un outil qui n'est plus juste un moteur de blog. À la base, c'est un moteur de blog, mais on peut y greffer plein de choses aujourd'hui. On peut y greffer du système e-commerce, on peut y greffer plein de plugins, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire énormément de projets. Je vois des tueurs en développement WordPress. Je me dis, mais purée, aujourd'hui, bon, WordPress, on peut dire tout ce qu'on veut, mais franchement, il y a des gens, quand ils maîtrisent la technologie WordPress, c'est quand même un truc de dingue comment ils arrivent à faire des sites. Il y a des inconvénients, comme dans toutes les technologies, mais il y a des gros avantages, comme dans toutes les technologies. Pour celui qui sait maîtriser WordPress, franchement, il peut faire des trucs de dingue. Donc voilà, WordPress atteint les 40% de part de marché de tous les sites web, c'est la petite info rapide de ce jour. On passe chez Abondance, l'algorithme Page Ranking. Alors, il y avait Page Indexing, il y avait Page Court, il y a Page Ranking. L'algorithme Page Ranking est officiellement en ligne sur Google US. C'est sorti le 12 février 2021 sur abondance.com. C'est un article d'Olivier Andrieux. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est sorti ici en France ou si ça va sortir voilà, dans quelques temps. Mais en tout cas, voilà, mercredi 10 février, Google aux États-Unis. Apparemment, ce truc-là a été lancé. Donc on va voir si dans quelques temps, ils vont nous annoncer une date ou si ça a été sorti.
Pour le moment en tout cas, voilà, moi j'ai pas vu de choses particulières dans les SERP. Je sais que ça a bougé un petit peu, il y a des gens qui ont fait aussi des tweets, on va en parler dans quelques instants. Mais en tout cas, ça a l'air de s'accélérer concernant le Page Ranking. Rappelez-vous, c'est ce système qui a pour vocation de mieux comprendre un passage, un extrait d'une page pour essayer de le faire remonter un petit peu dans les résultats et proposer du coup en termes d'offres, en termes de réponse à une requête, eh bien, le passage d'un article tout simplement. Voilà, donc ça permet, voilà, lorsque vous tapez une requête un petit peu précise, etc., d'avoir peut-être voilà, une petite partie d'un texte qui peut vous intéresser directement dans les SERP. Ça permet de chercher une aiguille dans une botte de foin, si je puis dire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour déjà voilà, un bon insight pour le début de semaine. Page Ranking qui est en ligne au Google ES et qui est, je pense, imminent chez nous, en France. On passe à une autre actualité, toujours chez Abondance, infographie, l'impact du Covid sur les pratiques marketing et SEO. C'est sorti le 12 février 2021. C'est une infographie qui est très rapide à regarder, mais qui est assez intéressante en termes de baromètre des usages marketing 2021, en termes de notoriété. Les 3 sources principales pour augmenter sa notoriété, ça serait les relations de presse, les réseaux sociaux, les partenariats et alliances. Relations de presse à 46%, les réseaux sociaux à 66%, les partenariats et alliances à 67%, donc c'est quand même assez cool. La génération de leads, on passe par 3 choses en priorité. Les plus efficaces, c'est déjà le formulaire sur le site, 68%, participation à des événements, 50%, et participation à des webinaires, 41%. Donc ça, c'est plutôt cool pour pouvoir développer des nouvelles choses sur le site, par exemple. Ensuite, en termes d'engagement client, le principal KPI de mesure d'engagement client est le taux d'ouverture et de clics sur les newsletters pour 81% des répondants a priori. Et enfin, 2 choses assez intéressantes. Les équipes marketing, la compétence la plus difficile à obtenir dans les équipes marketing, ça serait le référencement SEO et le SEA à 21%. Donc voilà, plutôt une compétence difficile à obtenir. Donc c'est un secteur qui semble encore une fois porteur. On a vu des chiffres par rapport à LinkedIn, on a vu des chiffres par rapport à certaines études qui avaient été sorties qui disaient que le SEO, voilà, c'était une compétence recherchée, etc. Et bien ça semble être toujours le cas, puisque voilà, encore une fois, la compétence la plus difficile à obtenir dans l'équipe marketing, c'est le référencement. Donc que ce soit sponsorisé ou naturel, c'est recherché. Dernière chose par rapport à la Covid, les principaux ajustements stratégiques suite à la Covid, ça va quand même vous intéresser, et bien ça a été déjà les réorientations budgétaires. Ça, je le constate, c'est clair qu'on fait vraiment attention niveau argent ces derniers mois. Donc à 68% c'est des réorientations budgétaires, à 54% c'est des réductions budgétaires, donc là c'est carrément la réduction, et enfin 32% la réorientation des équipes. On essaye de se focaliser sur d'autres choses. Donc effectivement, moi je l'ai plutôt constaté, je dirais pas que c'est... voilà, il y a des gens qui se donnent encore les moyens, il y a des gens qui investissent beaucoup. En ce moment, voilà, j'ai des gens qui investissent franchement beaucoup. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est un petit peu le son de cloche que j'ai à droite à gauche des confrères et des consoeurs. Présentation des budgets et orientation des tâches. C'est vraiment ce que je vois le plus. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez voir cette petite infographie à partager, n'hésitez pas à aller sur Abondance. Et justement, pour reparler d'Abondance, on a les fameux gossips de la semaine qui sont sortis. Donc cette semaine, commentaires, brevets, longueur des URL, sorti le 15 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc tout d'abord, le commentaire, il y a un article d'ailleurs sur @net qui est aussi sorti par rapport à ça. John Mueller a expliqué lors d'un hangout avec des webmasters que si vous supprimez les commentaires des internautes dans une page web, il y aura obligatoirement un impact sur le classement de la page. De notre point de vue, je cite, nous considérons que les commentaires font partie du contenu. Nous reconnaissons également dans de nombreux cas qu'il s'agit en fait de la section des commentaires et que nous devons donc la traiter légèrement différemment. Mais en fin de compte, si les gens trouvent vos pages en se basant sur les commentaires qui s'y trouvent, alors si vous supprimez ces commentaires, il est évident que nous ne pourrons pas trouver vos pages en nous basant sur cela. Et oui, ça semble évident, les contenus font partie intégrante du contenu, les commentaires font partie intégrante du contenu, oui, et ils sont traités légèrement différemment par rapport à votre contenu principal. Mais voilà, c'est vrai que souvent on peut taper des choses et puis ah bah tiens oui, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires un truc assez intéressant, ou vous avez répondu à quelqu'un de manière intéressante, bah, ça peut remonter directement voilà, sur les SERP, dans les SERP.
Autre gossips, brevet. John Mueller a indiqué lors du même hangout que lorsque Google dépose une demande de brevet, cela ne signifie pas obligatoirement que ce qui est décrit dans le brevet est intégré dans l'algorithme de pertinence utilisé par le moteur de recherche. Et ça semble forcément évident, hein. C'est pas parce que vous avez trouvé des tas de brevets Google avec des trucs qui sont même tirés par les cheveux à des moments que ça va être dans l'algo de Google ou même dans un produit de chez Google ou d'Alphabet. Voilà, c'est juste pour protéger certaines idées et pour le coup, voilà, ça veut pas dire qu'ils l'utilisent. Nom de domaine et URL, c'est le dernier gossips. John Mueller a expliqué sur Twitter que le fait d'utiliser un nom de domaine ou des URL courtes, nombre de mots ou de caractères, ne fournissait aucun bonus en termes de SEO. Et effectivement, ça semble évident. On passe à un autre site rapidement, je vous invite à aller voir l'article de Resoneo.com, crawl Googlebot de HTTP à HTTP2, qu'est-ce qui change? C'est un article de Aude Servante qui est sorti le 12 février 2021 sur le blog du coup de Resoneo. Donc vous avez une explication de qu'est-ce que le protocole HTTP pour ceux qui sont pas très à l'aise avec la technique. Vous avez la différence entre le protocole HTTP et HTTP2 qui est relativement bien expliqué, assez rapide mais assez bien expliqué sur ses essentiels. Vous avez les avantages du crawl de Google en HTTP2 sur les sites qui le permettent. C'est notamment pas une question de voilà, est-ce que je vais positionner mieux ou pas des résultats. C'est surtout histoire d'aller voilà, plus efficacement sur les sites, essayer de prendre le moins de ressources possible. C'est vraiment pour essayer d'optimiser le mieux les ressources. Avec l'HTTP3 en plus, ça va arriver encore plus vite. Là, on est en train de bosser dessus, un petit peu comme les normes HTML, tout ça qui sont en train de, voilà, encore de changer. Il y aura encore des choses qui pourront aider Google à mieux comprendre le web et le traiter plus efficacement, le plus rapidement possible, tout en utilisant le moins de ressources possible. Donc allez voir cette article de Resoneo, c'est toujours assez intéressant de se mettre du côté Googlebot et de voir ce qui peut changer pour lui quand on met en place par exemple du HTTP2 ou du HTTP3 dans quelques années. Autre article, on passe en anglais cette fois-ci, local SEO guide.com, c'est un article en anglais qui s'appelle EAT Local for SEO, donc voilà, globalement comment faire du SEO local en pensant à EAT. Donc vous avez quelques petites choses qui sont assez intéressantes dans cet article, donc je vous invite à aller le lire. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Vous avez les choses de base concernant le AT, et ensuite il essaye de montrer pour le local, voilà, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en fait pour répondre aux critères EAT. Donc ça parle de Google My Business, de citation locale, de penser voilà géolocalisation physique, quand est-ce que voilà vous êtes ouvert ou pas. Bref, vous avez tout un tas de critères assez intéressants qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce que vous pourriez faire en local pour être en phase avec le AT. Et comme Google essaye toujours de viser cet objectif de AT à terme, eh bien, ça peut vous permettre d'avoir un petit peu d'avance et au fur et à mesure de faire des bonnes pages. Et en plus, c'est issu d'une conférence qu'a donné du coup le call SEOguide.com. Donc vous pourrez même retrouver des slides pour mieux comprendre eh bien, le sujet tout en bas de l'article. On continue toujours en anglais, on va chez Moz.com, 11 février 2021, j'ai trouvé qu'il y avait un article qui était assez intéressant, c'est pas non plus l'article de fou, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment pour moi. How to combine SEO and CRO for the ultimate lead generation strategy. C'est difficile de switcher du français à l'anglais facilement. Isabelle Undrave donc, nous parle de conversion rate optimization, donc l'optimisation du taux de conversion et de SEO, le référencement naturel, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc comment combiner voilà, le SEO et la CRO pour essayer d'avoir des pages qui vont pouvoir se positionner correctement, etc. Mais surtout répondre à l'intention utilisateur au maximum et en apportant la bonne page, la bonne landing page, les bons éléments, les bons call to action, etc. Donc vous avez différentes choses par rapport au SEO, vous avez différentes choses par rapport voilà, à la conversion et vous avez différentes idées qui sont proposées pour essayer d'améliorer tout ça. Donc vous avez des critères du X, des critères de SEO, des critères de CRO et globalement l'idée c'est de faire, c'est un petit peu
un petit peu, on va dire d'actualité, vous faites des variants A et B, et puis vous essayez de faire des tests AB. L'AB testing c'est bien, il faut aller un petit peu plus loin peut-être avec des bandits manchots, des choses comme ça. Je vous invite à aller voir les formations des frères Pournet sur le sujet parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment on peut faire voilà, des tests AB vraiment qui restent dans le temps assez intéressants plutôt que de juste mesurer pendant une période de temps. Mais voilà, en tout cas, vous avez des histoires de tunnels, des histoires de tests AB, des histoires de SEO, des histoires de CRO, tout ça. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc essayez d'aller voir cet article-là chez moz.com, c'est sur le blog et c'est sorti le 11 février 2021. Un autre article de chez Moz également, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le JavaScript. Donc allez voir The Definitive Guide to JavaScript SEO 2021 édition. C'est sorti le 9 février, toujours chez Moz, par Pierce Brelinski. Et vous avez voilà, comment Google interprète le JavaScript, comment il faut du côté technique mettre en place certaines technologies pour que Google ait une alternative HTML, des snapshots, etc. pour pouvoir comprendre au mieux ce qui est renvoyé de base par bah voilà, votre code, le site, etc. Et comment, quand on utilise certaines fonctions JS, et bien comment il faut afficher les choses pour que Google comprenne maximum votre page et que quand même les internautes aient quelque chose d'assez intéressant. Donc il faut exécuter des choses côté serveur pour essayer voilà, d'envoyer à Google directement des alternatives HTML. C'est globalement ce qu'il faut penser. Et puis il faut essayer avec vos crawlers eh bien, de crawler déjà dans un premier temps de manière classique, comme si on faisait le crawl d'un site HTML de base, et puis ensuite vous faites un rendu JS, comme ça vous comparez les deux, vous voyez ce qui a changé, parce que c'est super intéressant. Mais vous avez voilà, plein de choses, même par rapport à l'e-commerce, tout ça, comment débugger le JS, tout ça, enfin, vous avez vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de chemins qui sont proposés dans cet article, donc allez le voir, c'est toujours en description. Et nous avons fini du coup avec l'actualité SEO qui était très fournie cette semaine. On va poursuivre avec la seconde rubrique du podcast. On est sur du coup visibilitéréférencement.fr pour la météo des SERP, donc l'indice de volatilité des SERP Google. Donc c'est un petit peu bougé autour du 9-10 février apparemment. Donc j'ai été creusé un petit peu chez SEMrush Sensor. Apparemment toutes les catégories ont été plus ou moins attaquées ce jour-là, le 10 février. Donc est-ce que c'est cet algorithme page ranking qui a été mis en prod, parce que pour le coup le 10 février ça tombe pile le mercredi de la sortie. Faut voir si ça peut être ça, faut voir s'il y a d'autres choses qui ont été peut-être mis dans le code, etc. Je sais qu'il y a des choses qui sont prévues dans la Search Console. Il y a des articles qui sont sortis notamment par rapport à ça, des choses qui sont apparues dans le code de la Search Console, et ils sont en train de préparer voilà, la sortie de certaines choses. Donc il est possible que ça ait eu des impacts. Voilà. Il y a certaines thématiques qui n'ont pas été altérées, alimentation, emploi et formation, immobilier, référence, voyage, tout ça, ça n'a pas trop bougé, mais tout le reste apparemment ça a bougé. Voilà, peut-être qu'on aura des infos. Pour l'instant, on a juste le passage ranking qui a été altéré, et que ce soit sur mobile ou sur desktop, eh bien voilà. C'est le même jour, il y a eu quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas forcément de recul. Moi, j'ai rien sur les projets clients, ça fluctue pas plus que ça. Donc voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les transmettre. Je ferai un petit mémo pour la semaine prochaine. Du coup, on arrive sur la fin de l'émission, et la fin de l'émission, vous le savez maintenant, c'est le sujet du jour. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de pantalon femme chic, mais plus précisément d'un sujet autour de pantalon femme chic. Pourquoi vous devez absolument penser mobile en 2021? J'ai Nicolas Audemars qui m'a contacté par mail et qui m'a dit ouais, je trouve ça étrange que en fait, eh bien, les gens pensent encore en fait au desktop, que au desktop. Je dis bien exclusivement qu'au desktop. Et il est vrai. On fait généralement un audit du site, on va regarder le site, on va lancer les crawlers, etc. Machin. Et déjà là, quand on fait l'analyse, on est
sur le desktop. On est sur la version bureau, on est à regarder la version bureau, même quand on regarde le site, quand on navigue dessus pour voilà, noter des recommandations, des problèmes bloquants, etc., même au niveau comportemental, au niveau des maquettes ou quoi que ce soit d'autre, on regarde sur notre ordinateur parce que déjà, en termes d'efficacité, de productivité, etc., c'est plus simple. Déjà, on est sur notre ordinateur, on regarde sur ordinateur un site, on analyse sur ordinateur. Alors, déjà, ça c'est le premier problème. C'est que aujourd'hui, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, également parce que les outils aujourd'hui sont vraiment conçus pour le desktop, parce qu'ils ont été conçus à la base pour le desktop il y a quelques années, eh bien, on n'a que des analyses qui sont faites pour le desktop. Et donc le mobile, aujourd'hui, les bases de données sont franchement pas énormes, quoi. Vous prenez par exemple SEMrush, qu'on vient de voir là avec SEMrush Sensor, on a une base de données mobile, mais la base de données mobile est toute petite à côté de la base de données desktop pour les mots-clés, par exemple. Vous prenez les analyses, vous pouvez configurer mobile, même avec une géolocalisation, etc. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas l'habitude de le faire. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder sur mobile, je regarde avec mon téléphone, je regarde également avec différents outils, même avec des outils comme Screaming Frog, je fais le rendu HTML avec le JavaScript et je demande à ce que ce soit une fenêtre particulière, etc., qui va faire le rendu. Et je regarde du coup les comportements, je regarde si voilà, les blocs sont bien intégrés, etc., etc. Bon, bref, je vais un petit peu plus loin, mais c'est vrai que la grosse question que pose Nicolas, je pense qu'on ne va pas assez loin. Alors, je pense qu'on ne va pas assez loin parce que on n'a pas les outils ne sont pas conçus pour le mobile first et le full index mobile qui va être mis en place au fur et à mesure du temps. Je le rappelle, ça devait sortir en 2020. 2021 et là on est plutôt vers 2021-2022, Google se base déjà sur la version mobile pour positionner les résultats, déjà sur mobile et ensuite sur desktop. On a encore un Googlebot desktop et on a encore un index un petit peu desktop. C'est un espèce d'hybride chelou en ce moment. Mais on sait qu'on va vers le mobile et on sait que l'utilisation est fortement mobile. On sait que les gens passent beaucoup de temps sur mobile. On sait que les applications qui sont téléchargées comme YouTube, comme TikTok, etc., c'est sur mobile que ça se passe. On sait que la vidéo, c'est mobile friendly qu'il faut que ce soit aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en SEO, c'est dommage que quand on regarde un audit, que quand on regarde, par exemple, même quand on aide quelqu'un, moi, le nombre de fois où je réponds à des gens et puis je leur dis, ouais, ton truc il est super niveau desktop, mais t'as vu la gueule de ton site au niveau mobile? Ouais, franchement là c'est dommage. Aujourd'hui, je vais reprendre quelque chose qui a été dit par mon cher ami Laurent, mais encore une fois là, il a raison. Pensez mobile et adaptez-vous au desktop. Plutôt que desktop, adaptez au mobile. Mobile, desktop. Desktop, mobile, fini. Vous pouvez faire la version desktop et puis faire du responsive design et faire le mobile. Mais regardez les sites aujourd'hui. Vous prenez par exemple pantalon femme chic. J'ai sorti ça pour aujourd'hui. Pantalon femme chic. Voilà, j'ai tapé pantalon femme chic là sur desktop. Donc pour ceux qui sont en podcast, il faut aller sur la version YouTube si vous voulez voir ce que je montre à l'écran. Mais je vais essayer de vous décrire ce qu'on voit à l'écran. Pantalon femme chic, donc je tape ça sur desktop, j'ai de la publicité donc à gauche sous forme texte. Ensuite j'ai à droite des résultats, voilà, shopping avec des produits, j'ai des pantalons, j'ai des prix, j'ai des boutiques, des avis, etc. Et ensuite j'ai les résultats naturels, j'ai carole.com en premier, Christine Laure en deuxième, Camailleux en troisième, La Redoute.fr en quatrième, ensuite j'ai Mademoiselle Grenade, ensuite j'ai des images correspondant à pantalon femme chic que propose Google Images, pantalon femme de chez Gary Lafayette, ensuite j'ai esprit.fr, ensuite j'ai globalement une box locale avec différents magasins qui vendent sans doute des pantalons dans leur magasin. Et ensuite, j'ai Promode, biomidi.fr et j'ai encore des annonces. Et après, j'ai des recherches associées. Et je passe à la deuxième page. Voilà ce que j'ai sur desktop. Donc déjà, juste en termes de résultats, qu'on s'y mette bien. Je vais me remettre en vue caméra. J'ai tapé pantalon femme chic tout à l'heure.
Voilà sur quoi je tombe. Donc là, je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Là, on me voit peut-être un petit peu mieux, légèrement. Tac. Voilà. Donc, pantalon femme chic. Déjà, le Google Shopping, il arrive en premier. Donc, il n'est pas sur la droite, il est vraiment en premier. Donc, déjà, il prend de la place. Ensuite, je descends. J'ai la première annonce, deuxième annonce, et j'arrive sur Carole. Donc, il faut quand même déjà scroller pas mal pour tomber sur le premier résultat qui est Carole. Également sur desktop et mobile, c'est le premier. Ok, Carole est premier sur les deux cas. Sauf que Carole, sur mobile, on voit qu'il y a des images en plus. Et que Carole prend beaucoup plus de place et a même en fait le favicon de Carole qui s'affiche. Donc déjà, le titre, les images et le favicon, c'est pas du tout la même chose que sur le desktop. Ensuite, deuxième résultat, on a Camailleux. Ouais, Camailleux, alors que sur desktop, c'est christinelaure.fr. Donc là, il y a un changement de position. Christine Laure est tombée et Camailleux est remonté. Et j'ai une image à droite. Ensuite, j'ai Christine Laure, je crois, qui arrive. Ouais, c'est ça. Et je vais avoir, encore une fois, des images de Christine Laure. Et après, je tombe sur des recherches associées. Les recherches associées que j'ai tout en bas de page sur desktop et que j'ai au milieu de la page sur mobile. Ensuite, je vais avoir, j'arrive plus à lire, La Redoute, Mademoiselle Grenade, avec à chaque fois des petites photos. Bref, le résultat, ça s'affiche vraiment pas pareil. On continue, on a Gary Lafayette avec une image, ensuite on a Google Images, ensuite on a les magasins de vêtements, là qui arrivent en box locale. Donc la SERP desktop, elle n'est pas du tout pareille que la SERP mobile. Donc là déjà, rien qu'en apparence et en termes de positionnement, quand on regarde juste la SERP, on a déjà des comportements qui peuvent changer. On va peut-être cliquer sur Shopping, on va peut-être cliquer sur les annonces, on va peut-être aller sur le référencement naturel, on va peut-être aller sur la box locale, tout ça, mais il y a une diversité de choses pour une requête bon, qui est quand même assez mainstream. Mais franchement, regardez les deux requêtes, à la fois sur desktop et sur mobile, c'est pas du tout la même SERP. Donc là déjà, niveau comportement, eh bien, ça peut changer. Donc il faut peut-être optimiser ça, que ce soit le SEO, le SEA, peut-être qu'il y a des choses différentes à faire. Penser mobile ici, déjà, c'est une priorité, ça c'est sûr. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, je clique sur Carole, sur le deuxième Christine Laure, et sur Camailleux. Là, je suis sur desktop. Sur Carole, alors je vais le faire en même temps sur mobile. Tac. Hop, voilà, donc ça c'est Carole. Carole, j'arrive sur desktop, j'ai directement recevez nos billets doux, mettez votre email, validez ou non merci. Moi je vais faire fermer, non merci. Sur quoi je tombe sur desktop. Donc j'ai eu déjà un premier pop-up pour la newsletter. Ensuite, je dois fermer ce truc de cookie de merde. Voilà. J'ai le logo de Carole Paris à gauche. J'ai un menu qui se trouve surtout à gauche. J'ai franchement un site assez épuré, blanc. J'ai un texte de 3 lignes. Et j'ai des pantalons avec des très grandes images, 38 €. Et ensuite, j'ai une déclinaison de différents pantalons. Voilà. Voilà, site e-commerce de base, sauf que on laisse quand même place à l'image, on fait des grosses images, on met en avant les modèles, et moins 50%, 70%, etc., etc. Donc vous voyez en termes de comportement, j'arrive sur la page, je vois un texte, je ne vois aucun prix, je vois surtout des images, et je vois surtout le truc de newsletter au début. Je retourne sur pantalon femme chic sur mobile. Tac. Je clique sur Carole. Admettons, je travaille qu'en référencement naturel. Hein. Donc là, je clique. Voilà, ça charge. Donc là, déjà, j'ai un truc qui mouline. Ça m'ennuie un petit peu, mais à la limite, c'est pas grave. J'ai effectivement pareil, le newsletter. Je ferme. J'ai ce truc de cookie de merde. Ça, je vais pas arrêter de le dire par contre. Et là, voilà. J'arrive sur Carole. C'est écrit Carole. Ensuite, en dessous, il y a plein de textes pour dire que c'est les soldes. J'ai des systèmes de filtrage qui se trouvent ici. Et là, j'ai même pas un article. J'ai quand même un grand écran. Hein. Je crois que je suis sur un 6 pouces.
un truc comme ça, ou 6 pouces et demi. Et on voit qu'il y a juste le texte. Je vois juste le texte. Premier écran, juste le texte. Autant sur desktop, je vois un pantalon, je vois une grande image, mais j'ai pas de prix. Autant là, j'ai juste le texte sur Carole. Je scrolle une fois. J'ai l'image entièrement. Et j'ai le prix. Voilà. Ensuite, je descends, j'ai un autre pantalon. Et là, on déroule comme le site e-commerce. Donc là, déjà, les deux premiers écrans, si je puis dire, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes en termes de contenu, effectivement, j'ai le même comportement, mais vous voyez que je ne vois surtout du texte sur la version mobile. Sur la version desktop, je vois quand même déjà des pantalons. Comportement, c'est pas la même chose. C'est tout. Ensuite, on va faire la même chose avec Christine Laure. J'ouvre Christine Laure. Je rappelle que Christine Laure est 3e sur mobile, 2e sur desktop. Donc les flux déjà sont pas forcément pareils. Donc, je fais déjà desktop. Desktop. Donc desktop, Christine Laure. J'arrive, j'ai un site, donc logo en haut à gauche, un menu principal. Ensuite, j'ai une bannière solde qui m'irrite en haut. J'ai fil d'Ariane. Ensuite, j'ai un gros texte de 3, 6, 7, 8 lignes. Avec pantalon habillé, grande taille, chic, droit. Je vois le bandeau de cookies que je ferme parce que j'en ai marre. Et ensuite, j'ai 3 petits pantalons, mais il faut légèrement que je scrolle pour voir les prix. Et ensuite, j'ai une liste de pantalons. Mais les petites, les images sont des petites vignettes. Et il y a des moins 60%, moins 30%, etc. Voilà, donc surtout du texte et 3 pantalons et une image d'illustration. Ok, j'arrive sur mobile. Je vais rechanger de caméra, je vais faire que ça aujourd'hui. J'arrive sur Christine Laure. J'ai le bandeau de cookies qui m'emmerde. Et surtout, ils veulent que je clique sur tout accepter pour que ça leur donne du trafic sur Analytics. Boum. Tac. En haut à gauche, le logo. La petite bannière qui m'irrite moins parce qu'elle fait 1 cm même pas. J'ai le titre. J'ai pas de mes 3 pantalons. J'ai juste la photo d'illustration. J'ai un texte à lire déjà. Je m'en fous du texte, hein, là, franchement. J'en ai rien à faire. Il faut que je scrolle 2 fois pour arriver au bout du texte. Donc là, en termes de comportement, c'est pas bon. Donc là, c'est peut-être pour ça quoique non. Qu'est-ce que je dis? Christine Laure, il est 2e. Non, il est 3e. Oui, donc sur mobile, peut-être qu'il est 3e parce que niveau comportement, c'est pas pareil. Donc ça, faut voir. Donc vous voyez, là déjà, c'est pas la même chose. Ensuite, bon, pour éviter de changer de caméra, je vais faire sur mobile Camailleux, puis je vous montrerai le desktop après. Camailleux. Camailleux, j'arrive. Donc Camailleux, j'ai le logo. Ensuite, j'ai système de filtrage. J'ai encore le bandeau de cookies qui est là, je le ferme. Donc là, j'ai directement, ça c'est peut-être un des meilleurs, je trouve. Ah, quoique non, il me fait mentir. Vous voyez, là, j'avais le bandeau de cookies, je l'ai fermé. J'avais pendant quelques secondes directement les 2 modèles avec le prix et les réductions. Donc là, j'avais directement à l'e-commerce que je viens chercher, c'est-à-dire un pantalon, je m'en fous du texte. Mais il m'a mis, recevez toutes nos dernières actualités. Ça, c'est un truc qui m'emmerde. Ça va me faire cliquer encore, hein. Je vais fermer. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de texte. Là, j'arrive direct sur 2 produits, voire même 4. Parce que ils ont laissé place directement aux produits. Donc là, l'application, enfin le site mobile Camailleux est peut-être pas trop mal s'ils virent le truc d'actualité là et qu'ils me mettent juste le truc de cookie. Donc ça, c'est pas trop mal quoi. Voilà. Je vais sur desktop maintenant et on s'arrêtera là pour l'exemple, pour les exemples. Camailleux. Donc là, on voit vraiment qu'ils veulent du trafic sur Analytics. Il y a un énorme bandeau qui prend la moitié de l'écran et qui dit surtout accept. Voilà, ils sont même pas RGPD friendly parce qu'ils ont même pas les boutons de même taille et pour refuser et tout. Donc j'accepte. Allez, hop. Voilà, recevez nos toutes dernières actualités. Il se trouve en haut à gauche. Bon, il est un peu plus discret sur desktop, mais il m'embête quand même, je le ferme. J'ai pas de texte et j'ai directement 3 prix avec 3 produits, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur un site e-commerce effectivement qui met en avant directement les produits.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est que déjà, juste en termes de SERP, il y a beaucoup de changements entre le mobile et le desktop. Ça, c'est indéniable, mais voilà, c'est pas les mêmes périphériques, donc deux apparences différentes. Ensuite, en termes de résultats, quand on rentre dedans, les trois premiers, eh bien, il y en a qui se mettent peut-être des balles dans le pied parce qu'ils n'ont pas forcément pensé que sur mobile, des textes pouvaient gêner et changer les comportements. Peut-être que c'est ça qui fait chuter, peut-être que c'est pas ça qui fait chuter, hein, j'en sais rien. Il faut faire des textes, je m'appelle pas Christine Laure, mais pour le coup, ouais, c'est peut-être ça qui embête un petit peu les utilisateurs et qui font qu'ils ont une manœuvre d'évitement et ils retournent en arrière, ils vont cliquer sur un autre, ce qui fait remonter peut-être Camailleux et Christine Laure baisse du coup pour la version mobile. C'est tout à fait ça. Peut-être ça. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Déjà que de facto, il faut que vous fassiez les choses pour mobile, puisque la règle aujourd'hui, c'est je prends ton contenu et ta version mobile pour te faire ranker, que ce soit sur desktop ou mobile. Ça, on est obligé déjà de se focus dessus. Ensuite, deuxième chose, si on ne regarde pas les versions mobiles, eh bien, malheureusement, on peut passer à côté peut-être de quelque chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder votre desktop peut-être, mais de regarder aussi le mobile et voir même la tablette ou voir même tous les périphériques possibles et qui sont en moyenne utilisés sur Terre et surtout dans votre pays, dans votre région, etc. Il faut que vous regardiez comment ça se positionne, il faut que vous regardiez comment c'est affiché votre résultat dans la SERP, et il faut que vous regardiez ensuite votre site par rapport aux autres, si franchement vous rentrez dans la norme de la SERP, et si les contenus textuels, tout ça ne gêne pas, si vous n'avez pas une mauvaise expérience, si vous n'avez pas des blocs qui se superposent et qui sont complètement buggés, toutes ces choses-là peuvent vous apporter franchement des soucis. Et le nombre de sites que j'ouvre sur desktop, que je me dis au premier abord, ah ouais c'est super cool, et puis quand je passe sur mobile, je me dis bah cherche pas, c'est là qu'il y a un problème. Et, voilà, je veux dire, c'est montré du doigt, quoi. C'est directement, la solution est à l'écran. Autre chose, regardez votre analytique. Analytique, si vous avez effectivement encore 95%, 100% de trafic desktop, ok, vous pouvez encore vous dire, ah, j'ai encore du temps, je vais bosser surtout le desktop parce que mes utilisateurs, mathématiques, etc., c'est surtout du desktop. Il n'y a pas de problème. Mais pensez plus loin. Demain, ça sera peut-être mobile et c'est le moment de se mettre en mobile parce que ce ne sera pas demain que vous allez en urgence faire tous les changements parce que vous auriez chuté, parce que vous n'avez pas fait le truc mobile. Essayez de faire au plus tôt, essayez d'anticiper la partie mobile. C'est extrêmement important. Et enfin, dernière chose avec DS partout, les outils. Utiliser au maximum tout ce qui est mobile. Sur SEMrush, vous avez une base de données mobile pour la recherche de mots-clés. Pour traquer dans position tracking, vous avez pareil, un truc mobile. Mais allez sur les bases de données qui sont peut-être conçues mieux pour le mobile, si votre thématique c'est à fond du mobile. Systrix, je pense à Nicolas qui m'a posé la question et qui travaille donc pour Systrix. Systrix.fr est quand même vachement en avance pour la partie mobile. Systrix, c'est vraiment l'un des outils que je recommande si vous voulez vraiment des données pour le mobile, des mots-clés pour le mobile, des estimations de trafic un petit peu plus cool basées sur le mobile. Je pense que Systrix sont quand même vachement en avance au niveau mobile par rapport à la majorité des outils qui existent sur le marché. Après voilà, chacun trouve chaussure à son pied pour les outils, mais c'est vrai que utiliser un maximum d'outils pour mobile, quand vous faites un test de performance, testez sur desktop, testez sur mobile. C'est bien d'avoir 100 sur desktop, mais si sur mobile vous êtes à 50, franchement c'est pas top, c'est vraiment pourri même. Donc essayez de penser à tout ça. Moi-même, là je suis en train de faire un peu le donneur de leçons. Je veux pas passer pour un donneur de leçons, mais c'est vrai que on a été habitué à faire du desktop. Aujourd'hui, la majorité des gens font du desktop. La majorité des outils sont conçus pour faire du desktop. On a toujours bossé sur desktop. Puis même les cours de référencement, tout ça, tout le monde présente ça sur desktop. Donc le mobile, on en parle, mais c'est pas encore dominant de chez dominant. Et je comprends, vraiment, je comprends et je me mets à votre place et je suis le premier à regarder le desktop et secondairement quand même le mobile. C'est vrai. Le mobile, je le regarde. Je pense que voilà, je fais le job, je regarde sur mobile, je fais les deux versions, etc. Mais quand on regarde l'ensemble des tâches que je fais en SEO,
qu'est-ce que je regarde le plus? C'est peut-être le desktop. On est d'accord. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai pas en tête que le mobile, bah, il faut le mettre quand même plus en avant dans les audits, plus en avant dans les recommandations, etc. Aujourd'hui, j'essaye de dire, il faut faire un site super dans les règles de l'art pour tout le monde. Et on est obligé de penser mobile. Voire même créer une app. Vous prenez par exemple une app qui m'a surprise récemment, c'est l'app eBay. L'app eBay, franchement, eBay, j'étais parti de eBay il y a très très longtemps parce que je trouvais que voilà, c'était pas terrible ce qu'il y avait dessus. Et finalement, ils ont trouvé leurs créneaux, des créneaux de collectionneurs, etc. etc. C'est plutôt pas mal. Et franchement, j'achète ces derniers temps. Et l'app eBay, même pour les notifs, pour recevoir les livraisons, tout ce que vous voulez, enfin, c'est vraiment génial. Donc parfois, peut-être, faut se poser la question aussi en fonction de la thématique où on est. Est-ce que c'est pas cool que je mette en place une app? Ça coûte cher, encore, mais c'est quand même un avantage, je trouve. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au mobile. On est encore beaucoup sur le desktop. Je suis encore sur le desktop, je l'assume. Même si je pense mobile, on est encore beaucoup trop. Il faut y aller beaucoup plus. Mais si vous n'y êtes pas du tout, si vous êtes à 0%, à 10%, 20% de vos tâches, voire même 30% de vos tâches, pas sur mobile, eh bien, je suis désolé, mais il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre parce que sinon vous allez avoir un train de retard et demain, ben, ça sera les autres SEO qui auront un train d'avance. Donc, faites attention au mobile et voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire voilà, pour conclure sur ce sujet du jour. Voilà donc pour l'actualité SEO de la semaine du 8 au 15 février. Météo des SERP, ça a un petit peu bougé, je vous tiens au courant. Et pensée mobile pour conclure donc cette émission. Je vous invite à aller sur la page podcast SEO qui se trouve dans le menu ressources de mon site thomascubel.com pour m'envoyer toutes vos questions. Vous avez un formulaire qui se trouve ici. Vous avez envoyé une question à Thomas. Vous mettez votre nom, votre email et votre message et je pourrai répondre à vos questions ou votre contexte ou votre histoire dans une prochaine émission. N'hésitez pas à aller récupérer les différents flux sur les sites web et applications de podcast. Et likez la vidéo, likez le podcast, abonnez-vous si vous le pouvez avec votre application. Et n'hésitez pas à me soutenir sur la page Tipeee, fr.tipeee avec 3e.com/thomas-cubel. Vous pouvez envoyer des commentaires, vous pouvez donner un pourboire. Ça permet de soutenir la chaîne et les podcasts et tout mon travail. Et ça me permet d'être motivé et remonter à blog pour vous donner chaque semaine la veille SEO. Voilà, sur ce, passez une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, bonnes vacances. Ciao, ciao.